Madeleine Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce panel. On va commencer par cette conférence de presse de M. Ford. Il y a tant de choses à dire, notamment sur ce qu'il a dit et sur le contexte, évidemment. Il sortait d'une longue période de mutisme, d'absence, en tout cas, d'événements publics. L'article, un des plus populaires aujourd'hui sur notre site Web, s'intitulait « Où était donc Doug Ford? » On reviendra sur les salves envoyées à l'endroit de M. Trudeau et du gouvernement fédéral. Écoutons M. Ford et Trudeau et après on en jase. The borders, land and air, they're federal jurisdiction. And I assure you, if I had the power, I would close down Pearson Airport immediately. I would shut down the land border crossings to only those who are absolutely essential. Le premier ministre Ford a souligné son désir de voir plus de dépistage aux aéroports à travers le pays. C'est des mesures que, évidemment, les provinces peuvent instaurer eux-mêmes. On a vu, par exemple, dans la bulle atlantique ou dans les territoires, mais en plus, on a affaire de rendre disponibles des millions de tests de dépistage rapides que nous avons, qui ne sont pas en train d'être utilisés au maximum à travers le pays, pour faire, par exemple, du dépistage des gens qui arrivent à l'aéroport. C'est pas nouveau, Madeleine, que M. Ford, comme ça, se tourne vers Ottawa pour jeter une partie du blanc, mais exiger plus. Mais on a vu, c'est une fin de non-recevoir aujourd'hui. Oui, c'est pas nouveau que les provinces utilisent cette stratégie-là, de frapper sur la tête d'Ottawa lorsqu'elles sont en difficulté. Mais je dirais que ça manquait un peu de subtilité dans ce cas-ci. Et c'est clairement Doug Ford qui est vulnérable. Donc, c'est beaucoup plus facile pour Justin Trudeau de l'ignorer. Je regardais un sondage léger cette semaine là, qui montre le taux d'approbation des premiers ministres provinciaux dans les mesures qu'ils ont prises pour combattre la COVID. Le taux d'approbation de Doug Ford, il est de 37 %. Celui de François Legault, 70 %. Donc, la semaine dernière, lorsque François Legault et Doug Ford avaient co-signé une lettre là, pour dire qu'il faudrait en faire plus pour contrôler les variants aux frontières, ça avait eu du poids. Cette fois-ci, j'ai l'impression que quand Doug Ford refait un peu le même exercice, c'est beaucoup plus facile pour Ottawa de l'ignorer. Sébastien? Oui, ça ressemble au gars qui se fait montrer du doigt parce que ça va mal, puis qui dit c'est pas moi, c'est la faute de l'autre en pointant vers Justin Trudeau. En fait, c'est une vieille stratégie en politique de s'enlever de la pression pour la mettre sur quelqu'un d'autre et trouver un coupable de la situation ailleurs qu'en se regardant devant le miroir. Le fait est que M. Ford a comme mal évalué la troisième vague. Pendant plusieurs jours, les spécialistes lui disaient faut que vous agissiez sur la troisième vague, faut que vous preniez des mesures sanitaires. Il a attendu, ça a monté, jusqu'à ce que ses soins intensifs débordent, puis soit plus capable d'en prendre, et c'est là qu'il a commencé à agir. Donc, s'il a quelqu'un à blâmer en ce moment, c'est lui-même, mais c'est une stratégie politique de renvoyer la balle à quelqu'un d'autre ou la patate chaude à quelqu'un d'autre. Puis les affaires d'aéroport, là, c'est minime. Je comprends, il peut y avoir de la transmission quand on monte dans un avion au Canada puis qu'on atterrit à Toronto, mais c'est pas ça le cœur. C'est pas ça le cœur du problème en ce moment. Le cœur du problème, c'est la transmission communautaire. Puis ça, c'est dans la cour de Doug Ford, c'est pas dans la cour de Justin Trudeau. Là-dessus, moi, j'ai d'autres chiffres. La semaine dernière, le ministère des Transports nous disait les tests à l'arrivée là, pour vérifier si les personnes sont atteintes de la COVID ou non montrent qu'il y a 1,4 % des voyageurs qui arrivent soit par voie terrestre ou par voie aérienne, 1,4 % des voyageurs qui sont atteints de la COVID. Donc, ce que veut dire la santé publique d'une certaine façon aujourd'hui, c'est oui, on n'aura jamais une frontière complètement étanche, mais il faudrait peut-être s'occuper du 98,6 % des cas qui restent. C'est là où il faut mettre notre attention et c'est aussi sur la vaccination. Donc, la course variant contre vaccin, il faut s'en occuper aussi. Vaccinons, occupons-nous de la transmission communautaire. Pour ce qui est des mesures à la frontière, il y a quand même beaucoup de mesures, de couches là, de protection qui ont été ajoutées. Et quand Doug Ford disait qu'il faudrait probablement ajouter cette mesure d'hôtel aussi pour les voyageurs qui franchissent la frontière terrestre. 3 jours supplémentaires parce que ce sont seulement ceux qui empruntent les voies aériennes qui sont soumis à cette règle-là. Bien, c'est un peu compliqué. Il y a 117 postes frontalières terrestres. Donc, ça fait pas mal de mesures à instaurer. Puis, il n'y a pas des hôtels partout là, qui entourent ces postes frontaliers-là.
Oui, c'est vrai. Mais on le rappelle, on recule un petit peu. Là. Ça fait 8 jours qu'on ne l'a pas entendu. La dernière fois, il était la gorge nouée, en proie aux émotions, qui laissait donner l'impression d'un premier ministre en perte de contrôle. Entre-temps, les cas augmentent, l'armée débarque. Et là, pas d'annonce aujourd'hui. On attaque Ottawa, Sébastien. En termes de communication et de stratégie, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, c'est difficile parce que quand tu es dans ce genre de situation-là, il faut que tu rassures, il faut que tu rétablisses le lien de confiance. Puis pour faire ça, il faut que tu sois présent. Alors, il dit que c'est la santé publique qui lui dit de rester en isolement. Il faut le croire sur parole. Est-ce qu'il ne pourrait pas intervenir plus souvent? Je ne sais pas d'ailleurs c'est de où qu'il intervient, là, si c'est de chez lui ou c'est chez sa mère. Là. Enfin bref, il est quand même capable d'intervenir sur la place publique. Donc il devrait être plus présent en termes de communication parce qu'il a la démonstration à faire qu'il est en contrôle. Puis c'est bien de s'excuser, mais les gens trouvent qu'il ne s'excuse pas sur les bonnes choses. Il s'excuse d'avoir voulu mettre des mesures qui ont été rejetées par les policiers, par exemple, ou fermer les modules de jeu. C'est une chose, mais il ne s'excuse pas d'avoir agi en retard, par exemple. Sur le fond des choses, il est plutôt timide dans ses excuses. Oui. Et du Zoom, ça existe. Alors, évidemment... On l'a appris, ça. Tout le monde l'a appris en cours de la pandémie. Alors, ce serait possible probablement d'être un peu plus présent, effectivement, dans une période qui est très, très difficile pour lui en ce moment. Très bien. Puis ça augmente l'impression qu'il est hors contrôle. Parce que il se cache peut-être pas, là, mais ça donne l'impression qu'il se cache puis qu'il n'est pas capable de gérer la situation. Juste avant de passer au logement et la crise ou non de logement en ce moment, juste un petit mot sur les déplacements interprovinciaux. Il y en a encore une fois, on en a discuté la semaine dernière, qui ont évoqué cette idée. C'est encore un peu dans l'air aujourd'hui. Là-dessus, ça bouge pas, Madeleine. Non, bien, on a vu, Justin Trudeau disait, bon, les provinces ont le pouvoir de faire ça. Hein. Par exemple, la bulle atlantique existe parce que les provinces atlantiques ont décidé de faire des restrictions très, très, très strictes là, à leurs frontières pour essayer de contrer la contamination. Et ça a fonctionné. Donc, ce que dit le gouvernement fédéral, c'est si vous voulez le faire, faites-le. Hier, lors de l'appel des premiers ministres, là, il y a eu un appel hier soir, il y en a été question. Voilà. Mais on a l'impression que c'est quand même assez compliqué là, d'instaurer des règles supplémentaires, par exemple des tests avant de prendre l'avion ou des tests à l'arrivée. Et c'est un peu ce que disait Justin Trudeau d'ailleurs tout à l'heure. Si vous voulez mettre des tests à l'arrivée, il y a des tests rapides qui dorment sur les tablettes, donc utilisez-les. Encore une fois, c'est une façon pour Justin Trudeau de dire, vous voulez des solutions, trouvez-les dans votre boîte à outils. Nous autres, on a déjà assez donné. Crise du logement. Oui, on parle beaucoup de Montréal dans ce dossier-là, mais ça concerne plus que Montréal. Et ça appelle peut-être aussi des actions politiques, même jusqu'à Ottawa. Ça reste à voir. Mais parlons-en de cette crise ou cette absence de crise. C'est selon. Écoutons des opinions assez contrastées là-dessus. Et on y revient. Au début des années 2000, mais là, à Montréal, si on regarde Montréal, à près de 5 des logements qui sont vacants et 10 total qui sont disponibles. Hors de Montréal, c'est différent, avec des taux d'occupation de moins de 1 Et on a vu aussi ce qu'a fait l'administration de Valérie Plante, c'est d'annoncer aux locataires, de demander aux locataires de ne pas informer le propriétaire qu'ils allaient quitter leur logement avant d'en trouver un autre. On est en campagne électorale, on comprend que ce sont des choses qui peuvent arriver. Bon, c'est l'opinion de M. Brouillette. L'autre extrait qu'on voulait vous présenter, c'est M. Baudry qui représente la Ville de Montréal. Une opinion complètement contraire, diamétralement opposée. Sébastien, certains peuvent s'y perdre là-dedans. C'est pas juste une question de terme, crise ou pas crise. Et ça a été une semaine difficile pour M. Legault. Que pensez-vous de tout ça? Moi, le premier, je m'y perds. Bien honnêtement, là, j'écoute les uns puis j'écoute les autres. J'entends la Corpic dire qu'à Montréal, c'est 5 le taux d'inoccupation, alors que c'est à 3 qu'on est dans une espèce d'équilibre. Donc, il y a plus de logements inoccupés en ce moment à la Corpic que ce qu'il pourrait y avoir pour un marché équilibré. En même temps, il y en a qui disent c'est parce qu'il n'y a pas d'étudiants en ce moment qui occupent ces logements. Il n'y a pas ou presque pas d'immigration. Donc, la demande pour les logements est moins forte, ce qui explique que ce taux d'inoccupation est relativement élevé à Montréal. Puis, de l'autre côté, j'ai des gens comme Québec solidaire ou la mairesse Plante qui disent « Regardez, c'est difficile de trouver des logements décents et abordables. » Deux critères ici, décent, où il n'y a pas des moisissures à tous les coins de la pièce, et abordable aussi pour des familles de 4, 5, 6 qui ont de la difficulté à se loger. Donc, c'est peut-être pas une crise.
Peut-être qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là, mais il y a certainement un problème. Il y a un Puis problème. un problème, c'est ça, un problème qui rebondit dans la cour des gouvernements. Alors, est-ce qu'il faut des suppléments au loyer, par exemple? Est-ce qu'il faut mieux réglementer les Airbnb? Parce que ça aussi, semble-t-il que ça contamine le marché. Oui. Il y a des gens qui s'achètent des logements puis qui essaient de les rentabiliser. Puis là, parce qu'il n'y a pas de touristes, qui les remettent sur le marché en ce moment du locatif. Bref, c'est extrêmement complexe. Il n'y a peut-être pas une crise, mais il y a certainement un problème. Oui, et des logements, ça ne se construit pas du jour au lendemain. On interpelle beaucoup Québec dans ce dossier, Madeleine. Est-ce qu'Ottawa aussi peut jouer quelque chose, un rôle dans tout ça? Oui, et Ottawa a voulu jouer un rôle. Ottawa s'était complètement désengagé du secteur du logement pendant une vingtaine d'années. Quand Justin Trudeau est arrivé, il a voulu mettre une stratégie en place pour le logement en injectant 70 millions de dollars, 70 milliards de dollars sur 10 ans, si je ne m'abuse. Il a fallu du temps pour que les provinces signent des ententes à la pièce. Québec a été la dernière province à le faire, mais c'est fait. Donc, il y a de l'argent qui existe. C'est vu du côté d'Ottawa comme une façon de régler toutes sortes de problèmes, pas seulement des problèmes de logement, mais des problèmes de pauvreté. Lorsqu'on a un logement, c'est plus facile après d'aller chercher un emploi. Ça règle toute une série de problèmes sociaux selon Ottawa, mais il reste énormément de travail à faire. Là, il y a environ 530 000 familles là, qui sont finalement dans une situation précaire d'un côté logement, selon les données que je viens de consulter. Donc, c'est énorme comme problème. Et je ne veux pas utiliser le mot crise parce que c'est un mot sur lequel c'est pas tout le monde qui s'entend, mais c'est un problème et qui n'est pas unique à Montréal ou au Québec. Voilà. Pensez à Toronto, pensez à Vancouver, où ça fait encore plus longtemps qu'on en parle. Donc, si toute la petite tempête politique qu'on a eue cette semaine a eu peut-être cet effet-là là, de remettre les projecteurs sur ce problème-là, qui est complexe, comme le disait Sébastien. Et ça va peut-être se faufiler en campagne électorale comme un thème d'importance au fédéral, évidemment, quand elle aura lieu, cette campagne électorale. Sébastien, ça me rappelle aussi le débat entourant le racisme systémique, l'importance de la reconnaissance du problème pour aller de l'avant. Oui, puis M. Legault dirait que c'est un débat de sémantique. M. Legault ne reconnaît pas le racisme systémique, il ne reconnaît pas la crise du logement aussi. Disons que dans ce cas-ci, là, c'est un problème très concret, là, des familles qui ne sont pas capables de se trouver des logements. Peut-être sans parler de crise, il faut à tout le moins reconnaître qu'il y a un problème. Oui. D'ailleurs, le gouvernement ici, il s'était engagé à mettre sur pied 15 000 unités de logements abordables. Il est en train d'en concrétiser. Il en a concrétisé 3 000 et il lui en reste 3 000 à faire. On est loin du 15 000, on est loin du compte. Très bien. Alors, tour à tour, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous surveillez, Madeleine? Mais moi, j'attends toujours les recommandations du comité de l'immunisation nationale sur le vaccin Johnson & Johnson. Oui. On a reçu le vaccin. Il est en train de dégeler en ce moment. On va commencer à l'administrer bientôt. Mais à qui le comité doit faire part de ses recommandations? Oui, un vaccin à dose unique, on le rappelle. Sébastien. Oui. Parlant de recommandations, la commission Laurent sur la protection de la jeunesse remet son rapport lundi. C'est très attendu. Ça aussi, c'est un problème complexe et on attend des solutions pour mieux protéger les enfants du Québec. Ça sera au menu de votre journée lundi prochain, Sébastien. Madeleine, merci beaucoup encore une fois pour votre contribution au panel. Bon week-end. Bonne fête. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.